C'était la fin de l'hiver 2008. La saison de ski avait été particulièrement bonne. Ça va dans le musée. Semaine après semaine, on skiait de la poudreuse. Mais pour pas devoir rester sur notre soif de ski, on a décidé de partir. Partir pour skier des vraies montagnes, comme les Rocheuses. Mais mon rêve à moi, c'était de partir skier en hors-piste, au Québec, où il n'y a pas d'arbres, comme dans l'Ouest. C'était de découvrir les domaines skiables sans arbres. Ça y est, c'est le départ. Première destination, c'est le Mont Blanc. Le Mont Blanc, c'est dans la réserve de Matane. On part avec Vertigo Aventure parce que c'est la seule compagnie qui a les droits d'accès pour aller skier là l'hiver. Ça réserve la neige pour les chanceux qui peuvent y aller. Curieusement, ce matin-là, c'était pas le printemps. On était à mi-avril, puis il venait de tomber une bonne vingtaine de centimètres de neige. Parfait pour notre poursuite de l'hiver. Après une trentaine de kilomètres de motoneige, on arrive enfin au site. 2 tentes prospecteurs au pied du Mont Blanc. On n'a pas pris le temps de s'installer qu'on était déjà sur nos planches. Première montée. On s'en allait vers le mont Craggy, en face du Mont Blanc, pour se réchauffer. Mais c'est tout un réchauffement. Un coup bien réchauffé, presque crevé, on s'est attaqué au Mont Blanc. Mais une partie du hors-piste, puis il faut en profiter, c'est quand même la montée. Mais c'est surtout parce qu'on en veut encore. Beau couloir, hein? Combien de degrés? 40 dans le haut. Il y a 2 ans, on était tous les deux. Lui, c'est un skieur de ski extrême, faisait de la compétition dans l'Ouest, de ski extrême. Puis moi, j'aime ça me craquer aussi. Puis on n'avait pas eu de la semaine, puis c'était beau. On a monté. On sentait qu'il y avait une plaque avant en montant, puis que c'était instable, mais on voulait le faire. Rendu en haut, on a fait un test à un endroit plus abrité qu'ailleurs. Ça a donné un résultat stable. On a dit, let's go, on y va. Ça a décroché.
Moi, je suis parti, j'ai arrêté parce que ça allait mal mon affaire. Lui, avec ses gros skis larges, il a continué. Puis après 3 virages, ça a fait boum, je l'ai perdu complètement. Puis il a descendu tout le couloir avec l'avalanche. Il a passé entre les arbres. Miraculeusement, il n'a rien frappé. Puis ça a arrêté, il avait la tête sortie, le bras sorti. Mal à la jambe. Il s'en est remis? Ouais. Mentalement, ouais, un petit peu des deux, là. Oui, mais je pense que maintenant, il va faire plus attention. OK, ouais. Parce qu'avant, il disait je pense que je suis capable de déclencher les avalanches, puis passer sur le côté, m'en tirer. J'ai toujours marché de même. Mais cette fois-là, instantanément, il a perdu le contrôle, il ne pouvait plus rien faire. Hein? Bonne leçon pour moi aussi, d'ailleurs. To fall asleep with my demons dying and my pilot. Ça sentait pas mal chez vous, toi? Descendre, ça a bien été en tabarouette, hein? Ouais, mais j'ai comme quasiment perdu le contrôle. À un moment donné, ça allait trop vite. Là. Ouais, ben vers la fin, j'ai senti... Il faisait le bruit d'une joueuse de tennis, là. Oui, c'est tennis! This goes out to all my underdone, undertongue, long frontmen. And all us earth grows, some planted and some pulled. Shine a flashlight in a hat box and spin. Je sortais tout seul, là. J'avais peur en descendant. Ouais. Ouais, ça doit, parce la vitesse me faisait peur. Mais c'est la descente de l'hiver, celle-là. This goes out to dirty dancing, cursing, back masking, backslidden pastors' kids. And all us earth grows, some planted and some pulled. In Berlin I saw 2 men fuck in a dark corner of a basketball court. Just a slight jingle, a pocket change pulsing. contre un arbre? Tout petit. J'ai fait la pirouette. Puis comment c'était la montée? Avec les pics? Tu traînes la moustache dans le flanc. On s'habitue à tout, hein? Un moment donné, quand j'ai vu ça aller, l'avalanche, ils vont Ça a cogné dans les arbres, ça revolait en fumée. Ouais. Ah ouais? Je me demandais si vous alliez redescendre là ou pas. Si vous alliez renoncer, mais là, il était parti. Il y en avait gros qui était parti. Il y en a décollé, resté encore, là. Puis quand moi j'ai entombé à gauche du gros sapin, là, ça a décollé. Frank il a passé vite, puis il a passé à droite, là, au début, la première. Tu veux partir? Oh, ouais. Tu veux eux autres où ils étaient où? Ouais, c'est ça. Il y avait attendu qu'ils traversent. Je l'ai pris en photo, c'est vraiment là. Ah ouais? Vive le Craggy. Par où ça part? Après une bonne journée de fête, on vous aimait maintenant le sommet. Des lignes où personne n'avait jamais skié. Ah, Alex, qu'est-ce que ça dit en haut? Vous préparez-vous, c'est pas pire? Un terrain trop accidenté, ravagé par le vent qui laisse pas assez de neige pour skier normalement. Anxieux, on analysait la descente avec précaution. Je me demande qu'est-ce que ça a l'air vu d'en haut. This goes out to all my underdone, undertongue, long frontmen. And all us earth grows, some planted and some pulled. This goes out to all my underdone, undertongue, long frontmen.
Comment? Ça a vraiment bien été. C'est la descente de ma vie. Ouais, C'est vraiment bon. Ça a été coupé au maximum il y a 2 ans. Puis ça, il continue tout le temps? Ouais. En fait, il y a des chemins d'accès là, dans le bas là, prévus pour couper plus. Là. Fait qu'il va en partir encore. Ils peuvent couper jusqu'en bas ici. Là. Non, mais heureusement, le Mont Blanc puis le bas du Mont Blanc ici, il y a une espèce d'aire de récréativité qui est déjà créée. Ah oui, ben, regarde là-bas, tu vois tout, il y a des patchs partout. Sur Google Earth, ça a l'air que c'est lettre. On va partir de derrière le rocher qui est là, couper ici sa grande plaque, puis faire le couloir. Ou passer derrière les rochers, tout simplement. Mais je sais pas comment ça va aller. Là. Pas? C'était formidable. Ouais. J'ai plus trippé dans l'autre. Ouais. C'est la crête? Non, non, la première de toutes. OK. Degré, 40, 45. 40 dans le haut. Ça va en être une belle. Encore des belles lignes là. Ah, c'est une bonne chose d'une feuille. Notre aventure commençait, puis on avait déjà skié une des plus belles montagnes du Québec. Qu'est-ce qui reste après? Il y a vraiment du pitch, le Craggy, c'est vraiment... Pas pire comme femme. Ça prend de la bonne neige pour faire des bons virages, là. Hein.
En croûte, tu trouves les arbres arrivent vite. Déjà, hein, Je sais pas de quoi tu parles. À comparer ça avec la première de hier qui Dream Whip. va être la Dream Whip. Dream Whip dans... C'est un autre style. Ben, c'était beaucoup J'ai plus trouvé que- contemplatif. C'est ça. Dream Whip, c'était comme une Ah. ouverture vers le paradis. Ah, on a pu finir. Et avec un challenge, avec un scénic, tout était là dans cette descente-là. Puis écoute, on a manqué de s'embrasser les deux en bas. Ah, Le quiz. j'aurais pas hésité. Il est arrivé le premier de seul en bas, c'est ça. C'est ça. Ça est arrivé les deux ensemble. On faisait tout. La totale. Après, ben cette fois-là, on a bifurqué vers Murdochville, au cœur de la péninsule gaspésienne. Ici, on prépare nos pots d'ascension direct en sortant de la maison. On va skier des montagnes autour où les arbres sont absents plus à cause de l'homme que de la nature elle-même. On se dirige maintenant vers le parc de la Gaspésie, au cœur des Chic-Chocs. Avec tous ses sommets dénudés, c'est une des places les plus populaires pour venir skier hors piste. Tu peux m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé puis comment que vous êtes arrivé à faire ça? Puis c'était qui était impliqué là-dedans? De faire de même. Fait qu'au début, c'était quoi? C'était du monde qui était pogné? Tu tournes dessus, là? Ouais. OK. Le scénario, c'était un groupe de 7 personnes, 3 skieurs, 4 raquettes. Leur objectif, c'était vraiment de venir dans le backcountry. Ils n'avaient pas averti la CEPAC, ils ne voulaient pas payer de refuge, pas payer de droit d'accès. Ils étaient complètement équipés, complètement autonomes, puis quand même avec l'expérience pour le faire. Dans la descente, là-bas, bang, ils ont un accident d'avalanche. Pendant tout ce temps-là, les équipes sur le terrain se sont déplacées vers 11h ou 10h30, je pense. La première équipe a été retrouvée sur la route 14. C'était intéressant de voir parce qu'on avait toute une capacité de suivi là, en ligne là, au poste de commandement. On voyait vraiment les gens qui se rapprochaient. Et dans le début de l'après-midi, on avait des équipes qui étaient rendues sur le site. Donc ça a quand même bien été. Le problème, ça a été évidemment d'évacuer. Juste se rendre à la route, ça a pris un bon 3-4 heures. Donc on est dans un endroit qui est très très difficile d'accès. Lorsque ça vient le temps d'évacuer quelqu'un qui ne peut pas sortir sur ses jambes, ça génère toutes sortes de situations et c'est pour ça que la simulation était là, pour essayer de tout faire ressortir ces genres de questions-là et problématiques, puis aussi voir comment les gens réagiraient au niveau des groupes d'intervention qui ont impliqué évidemment la CEPAC, la Sûreté du Québec, avec les patrouilleurs locaux, mais aussi les groupes d'intervention spécialisés de Québec et Montréal.
Ensuite de ça, on avait les pompiers, on avait le centre d'avalanche de la Haute-Gaspésie qui était présent aussi, on avait des groupes d'intervention bénévoles, la Grande Ourse de Rimouski. Donc beaucoup de joueurs qui étaient présents, je dois en oublier, là, mais beaucoup de joueurs qui étaient présents avec une capacité d'aller sur le terrain, avec de la machinerie, tout ça, puis même à ça, on voyait que c'était quand même pas une situation simple à gérer. Si on a une avalanche, la mobilisation risque d'être différente, le centre d'avalanche va être plus impliqué. Tout dépendamment si la victime a un harva ou pas, on va avoir besoin de plus ou moins de monde pour trouver la victime avec les sondes ou d'autres moyens comme le RECO. Si elle a un harva, on n'a pas besoin de faire monter grand monde, on fait monter 2-3 personnes pour faire la recherche harva et sortir la personne de là. D'ailleurs, la victime, qui était un mannequin dans ce cas-ci, dans la simulation, a été retrouvée après 10 minutes avec un appareil RECO. Ah, c'était pas quelque chose de très gros. Honnêtement, je l'ai pas vu. J'ai survolé le site, mais j'ai pas vu vraiment le dépôt. Mais c'était peut-être quelque chose comme une taille 2. Donc suffisamment grosse là, pour ensevelir une personne, mais pas assez grosse pour ensevelir ta voiture. Là. Vérifier un peu comme une petite tournée pour voir l'intégrité de l'équipement. Il vient d'exploser, on a un court-circuit dedans. Tu arrives avec ton ordi, tu tiens le plugger ici. Là, tu peux downloader. Toutes les données sont là-dedans. OK. C'est comme l'ordinateur de la patente. Là. C'est la radio, le rapport de midi? Hein? Le rapport de midi? Ah ouais. Non, pas encore. C'est-tu Jean-Pierre? À l'écoute. Salut, c'est pour faire une vérification avec toi, si tout va bien. Ouais, tout va bien. Là, j'ai la tête dans le boîtier de la station météo en haut des mines. Là. Je regarde tout ça, comment l'état de cet équipement-là. Là. OK, c'était juste pour vérifier. Tu prévois ramener vers quelle heure? Au plus tard, 3h, 3h30, je vais être au bureau. Bon, ben plus tard. Merci Jean-Pierre, à plus tard. Merci. Fait que cet été, on va passer ce système-là sur satellite. Donc, toutes les données vont passer à travers un satellite, puis va être mis sur un site Internet. Tu sais, des avalanches ici dans les montagnes, il y en a tout le temps eu. Tu sais, depuis qu'il y a un relief puis qu'il y a de la neige, des avalanches, il y en avait. L'exception, c'est que jusqu'à tout récemment, il n'y avait pas grand monde dans les montagnes. Fait que le risque d'avalanche, tu as besoin de 3 choses. Tu as 3 ingrédients pour créer un risque d'avalanche. Tu as besoin d'une pente suffisamment raide, une neige instable, et le troisième, c'est des personnes ou des infrastructures en montagne qui sont menacées. Tant que tu n'as pas ces 3 éléments-là, il peut y avoir les plus grosses avalanches du monde ici, ça change la vie à personne. Au départ, les gens avaient associé l'image des avalanches aux grandes chaînes de montagne. Les premières fois qu'on s'est mis à parler de ça au Québec, les gens ils nous trouvaient un peu bizarre. C'est un peu drôle. Ah ouais, les avalanches au Québec. Un petit sourire dans le coin. Si on se compare à l'échelle des montagnes de l'Ouest, par exemple, c'est pas immense. Souvent, les options sont souvent des routes assez à risque. Et donc, un terrain très sérieux. C'est les commentaires qui ressortent des gens qui viennent de l'Ouest. Ils parlent de terrain très sérieux, très agressif, avec pas beaucoup d'options. Donc, avec ça en tête, on s'aperçoit qu'on a définitivement un terrain d'avalanche qui mérite une attention particulière. Donc, d'où l'idée de créer un centre qui s'occuperait de passer des messages de sécurité avalanche, de donner de l'information sur les conditions de neige, le niveau de risque, donner de la formation aux gens qui viennent s'y amuser ou y travailler. Donc, le professeur Bernard Ettu à Rimouski, à l'UQAR, a fait une étude, là, il a remonté jusqu'à 1825, il a documenté une quarantaine d'accidents avec 70 morts, et toutes les régions du Québec sont touchées. Souvent, le problème, c'est les facteurs humains. On a beau avoir des gens très compétents, très formés, soit des professionnels, mais même des
des amateurs qui ont beaucoup d'expérience, puis qui vont aller pendant 20 ans dans une région, puis à un moment donné, oups, il y a un accident. Ou un professionnel qui va faire 100 jours par hiver pendant 10 hivers, puis à un moment donné, oups, il y a un accident, il se fait prendre, puis il décède. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui ressort de ces études-là, c'est les facteurs humains. On laisse souvent tomber les gardes, tu sais, hop, il faut que je me dépêche, les conditions vont être écœurantes, je vais y aller, je vais skier cette ligne-là. Et ça fait en sorte qu'on baisse les gardes face à la... OK, est-ce que c'est vraiment stable, cette affaire-là? Est-ce qu'on ne devrait pas faire un petit test ici? Est-ce qu'on ne devrait pas couper la ligne tranquillement ou aller chercher telle ou telle information avant d'aller dans la pente elle-même? Et si la pente est assez raide, il y a suffisamment de neige pour faire du bon ski, c'est un endroit à risque d'avalanche. Ouais. Généralement, on va recommander aux gens 3 choses. La première, c'est de prendre un cours. Avoir l'équipement, savoir l'utiliser. Travailler avec le matériel de sécurité avalanche qui est la ARVA, la pelle et la sonde. Avoir l'équipement et savoir l'utiliser, évidemment. Et le troisième, c'est de s'informer. Donc, aller chercher le plus d'informations possible, en planification, mais aussi juste avant de partir en montagne. Il y avait 2 gars quand je suis venu, ils montaient à pied. Il y avait des piolets. Puis là, ils montaient sur l'arête là, ils montaient un peu à l'intérieur, mais il y a une corniche qui a lâché. C'est bon. Ils ont crisé le camp. Non, ils ont fait monter, mais ils montaient derrière. Le mur des patrouilleurs au Mont-Albert. Dans les quelques endroits où c'est permis de skier, c'est un des plus dangereux à cause des avalanches. Ça, ici, c'est la cuve de la Serpentine. Il appelait ça la cuve à Tigui à un moment donné. Celle-là ici, il n'y a pas de nom vraiment, elle. Il n'avait pas de nom avant. Mais là-bas, tu as le mur. Puis à l'autre bout complètement, c'est la grande cuve, ça. Là, nous autres, on se trouvait être juste en haut du mur des patrouilleurs ici. Ouais. Comme ici, les seules places que tu as le droit de skier, c'est le mur des patrouilleurs ici. Puis la grande cuve à l'autre bout complètement là-bas. Le reste, tu as juste le droit de le regarder. Ça fait combien de temps c'est utilisé, ça, l'hiver? Oh, ça fait bien des années. Regarde, j'étais flot, j'entendais du monde dire qu'ils venaient faire du ski ici. Sauf que c'était juste au printemps. Quand tous les centres de ski étaient fermés, ils s'en venaient ici. Puis nous autres, quand les premières années qu'on venait dans l'hiver, là, on était à peu près les seuls à faire du ski ici. Puis il y a une autre cuve qui est bien intéressante, c'est l'autre bord, de l'autre côté, là. C'est la cuve spéciale. Elle a été ouverte juste 1 an, puis ils l'ont fermée tout de suite. C'est dommage, mais c'était quelque chose de très beau, puis tu avais un beau feeling alpin dedans. Vous avez observé des avalanches de plaques? Bon, il y a un gros dépôt de morceaux, de corniches et possiblement de plaques aussi, mais juste en dessous des corniches, là, le couloir 1132, là, il y a un gros dépôt, là, au moins taille 2.5 minimum, là, qui s'est rendu jusqu'au ravin, là, ça a rempli le ravin, là. C'est dans rock'n'roll, ça? Non, négatif, là, c'est plus, là, du côté, là, Rolling Stone. Et parce qu'on en avait observé un dans rock'n'roll la semaine passée, Alors, on va juste faire un test pour voir comment ça descend, comment ça neige de mouille. OK.
facile à skier. Non, c'est ça, hein. Lui, il est blanc, puis il y en a un autre encore plus blanc que lui. Tantôt, on voyait, il voyait les deux. Un qui était vraiment blanc. Là, On quitte le côté sud du fleuve avec des souvenirs immenses. Mais notre curiosité nous mène vers les monts Grou, au nord de Bécomo. On va comme la cuve de ce côté-ci, ça descend, ça remonte un peu. Là, c'est le Craggy. À côté, ça doit être le pointu. Ouais, mais Craggy, il est tout petit dans le milieu. tu penses? Ouais. Ben, le Craggy, t'es à 850 mètres, puis l'autre est à 1000 mètres. Ça me surprendrait, moi. Ah, ok, ouais. D'après moi, c'est le pet de sauce. Mystérieux, envoûtant, sauvage, dangereux. On a entendu beaucoup d'histoires à leur sujet. Mais on voulait en avoir le cœur net. On est rendu à fin avril. Dès Montgrou, les sentiers d'accès l'hiver, c'est les ruisseaux. Avec la température qu'il fait, on espère qu'ils ne seront pas trop dégelés. Mais peu importe, ça ne nous enlève pas le goût d'y aller. Vous êtes tellement long en... Pardon? Vous êtes tellement long en traction. C'est ça, c'est long, ça, hein? Oui, hein? J'amène juste le poids, là. OK. Puis ça, Non. Demain matin, prise 2. 100 livres de moins. On va partir pour 4 jours au lieu de 10. Rien qu'une tente au lieu de 2. Pas de cafetière. Pas de vignier. À 3 h le matin. on le voit, le Puis à 3 h du matin, pour avoir de la neige dure, on va souhaiter que ça gèle cette nuit. On vient de se coucher de bonne heure, hein? Hey, 6h30 là, on a pris rien qu'un asti de café le matin, rien qu'un là. Oh là là. Tout va bien, tout va On s'est levé bien. en retard. Là, tu t'es levé à 3h, on s'est levé à 4h30. Mais il fait beau, il a fait -2, c'est juste assez pour que ça aille geler là. On le voit bien. Le ruisseau Geoffrey, c'est super beau, un beau départ.
On a un beau soleil. Go! Ça a commencé à la mi-avril. Mont Blanc, vieille botte, grosse montée, petit talon. Et à ce moment-là, c'est bien dur à guérir en dedans de 2-3 jours entre 2 expéditions. Là. Plein de sommets partout. Pas abrupt là, mais c'est beau, c'est calme. Le mont Geoffrey, il y a le lac des Sapins Nains, pas loin, mais c'est pas là qu'on est. Le lac des Sapins Nains. Hein? Tu veux checker, te comparer avec ça, c'est ça? Ouais, ok. Ouais, ce serait bon ça. Tiens, t'es bon là-dedans. Ah oui, écoute, je suis bien dans un GPS. T'es tombé là-dedans, hein? Alors, on a fait la montée du ruisseau, de l'accès d'hiver. Du Geoffrey. Du Geoffrey, ouais. On a fait, moi je dis là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, on s'est tapé un bon 8-10 kilos, là. Le Geoffrey est là, nous on est ici. Fait qu'on, 1, 2, ouais, c'est peut-être ça là. Le mont Geoffrey, là, les pentes ils descendent de même. C'est ça, là, ce qu'on voit. Ça fait qu'on est forcément, on a forcément pris ce ruisseau-là, puis on a monté cette petite butte-là. Ouais. Ça va pas plus loin, hein? Ça c'est un bâton, là, mais il y en a un autre. Ça fait... il y en avait jusque là. Ouais, ça fait 1,72 m. On est prêt à se faire remporter. Ouais.
moins la neige est belle pour culbuter. Là. Ben oui. Welcome home! Cantwell! Ouh, ça fait du bien. Oh oui, monsieur! C'est une débarbouillette scandinave. C'est le luxe. Encore des bains. Oh. La nature nous avait laissé une chance, mais elle nous a vite ramenés à l'ordre. On a dû lever le camp après 3 jours. Là, c'est un départ sous la pluie. Après mûre réflexion, vaut mieux se lancer tout de suite avec ce qui tombe puis de ce que ça va avoir l'air les prochains jours. Donc, on n'a pas assez de bouffe pour rester plusieurs jours puis attendre le beau temps. Puis il y a le ruisseau aussi qui est un facteur important. Ça risque d'être, plus on attend, moins il va être beau. Donc on part. On se lance. Ouais, peut-être en face, mais il va y avoir une bonne traverse à faire, là. Peut-être que si on monte sur le dessus de la petite butte qu'il y a là, ça va nous enlever du trouble. Ça dépend. Quand la nature décide que c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas d'espoir possible. Juste des rêves qui restent à travers la pluie, le soleil, le vent. Il y a une chose qui change pas, c'est sa force. On peut pas s'empêcher de repenser aux conseils qu'on a reçus avant de partir qui disaient s'il se met à pleuvoir, vous êtes mieux de descendre le plus vite que vous pouvez parce que ça va brasser. On a eu la chance d'assister à un autre spectacle qui arrive juste une fois par année. La débâcle des ruisseaux. La destruction de notre sentier. La fin de l'hiver. Avec ça, c'est l'image de nos rêves, de nos exploits qui s'en vont. Au moins, c'est des belles histoires qui restent gravées à jamais. Mais avec le retour, c'est encore plus d'idées pour des nouvelles aventures. Ma peine est légère quand le gazon est vert, quand le gazon est vert, je vois tout à l'envers. Le terrain reste là. Les sommets au-dessus des arbres, les crêtes, les couloirs, les vallées. Tout ça au Québec. Reste maintenant à apprendre à les respecter, pouvoir les approcher encore. Moi je vis comme un fou sous le soleil doux. Je dors dans la clarté des étoiles l'été. Je file dans les jours, la guitare à l'envers. Puis je flâne dans un lit en écoutant la pluie et le temps passe. Et le temps passe. Ma peine est légère, loin de tous mes travers, loin de tous mes travers, et je sors de l'hiver. Les pieds dans l'abysse, je vis sans artifice, sans but et sans malice, tant que l'air est gratis.
Je ris comme un